Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. La 24e journée de Top 14 s'est clôturée ce dimanche soir avec la large victoire de La Rochelle contre Montpellier. Victoire bonifiée pour les Maritimes qui enchaînent une 4e victoire de rang en Top 14. Avec moi pour débriefer ce match et le week-end rugby de manière un peu plus large, Jérémy Farah, Tristan Fayer. Bonsoir messieurs. Toujours pas de blague sur mon âge? Non, mais je le dis de suite, j'ai cru comprendre que tu t'es en forme aujourd'hui, Jérémy. Tu as promis une grande émission, donc ne déçois pas. Voilà. C'est mon bonheur d'être à côté de Tristan. Et nos téléspectateurs, voilà, nos auditeurs également en podcast. Ashraf en régie, voilà, aussi un habitué de la régie et aussi dédicace à Félix aussi en régie qui souhaitait qu'on fasse cette dédicace, donc on l'a fait directement. Au moins c'est fait. Comme on est sur Skyrock, on a plus à y penser. Donc bon, bonjour voilà, à tous. Cette émission est terminée. Donc bonsoir à tous, voilà ceux qui sont dans le chat et ceux qui vont nous rejoindre. Donc comme j'ai dit messieurs, 24e journée de Top 14, la fin de la phase régulière se rapproche, plus que 2 matchs après ce week-end. La Rochelle 47-18 contre Montpellier, victoire bonifiée pour les Rochelais, un boost offensif arraché dans les dernières secondes avec un essai de Brice Dulin. 4e victoire de suite pour La Rochelle, Jérémy, ça y est, là il n'y a plus de doute, ils sont bien de retour, ils sont provisoirement dans le top 6, ils le seront quoi qu'il arrive lors de Castres-Clermont la semaine prochaine, le match reporté. Bon, La Rochelle, ça y est, là, le train est reparti. Ouais, La Rochelle qui a relancé la machine. Je me rappelle la dernière fois que je suis venu dans cette émission, on parlait de ce fameux déclic, cette victoire de très peu, c'était contre Bayonne, voilà, de 1 ou 2 points là où on voyait quand même cette équipe, il lui manquait de regoûter à la victoire pour réenclencher une dynamique positive. Et ben voilà, ça se confirme. Et je me rappelle de nos mots où on disait s'ils arrivent à faire une dynamique et à être dans les 6, je pense que pas grand monde aimerait croiser leur route. Aujourd'hui, je pense que c'est une affirmation. Pour moi, La Rochelle est en train de se dessiner comme l'immense épouvantail de cette fin de saison. Et aujourd'hui, même si aucun coach, aucun joueur ne l'avouera, je crois franchement que quand on fait tous les calculs, tous les autres clubs, ils n'ont pas forcément envie de croiser cette équipe, mais c'est assez logique. Voilà, on n'est pas double champion d'Europe il y a si peu de temps avec quasiment le même effectif, sans qu'il y ait encore des qualités. Et juste pour un petit peu terminer, il y a des hommes quand même qui sont un peu, qui représentent le renouveau rochelais. Au premier rang desquels Antoine Astoy qui est sur un nuage en ce moment. Voilà. Donc voilà. Non mais c'est vrai que ce que tu dis par rapport aux autres équipes, on le dit depuis quelques semaines, Tristan, on se dit attention, La Rochelle, l'année dernière, Toulon, voilà, ils avaient reçu La Rochelle qui était un peu aussi un peu irrégulière, cette La Rochelle la saison dernière. Bon, voilà, ils avaient tapé Toulon en Mayol et cette année on se dit ouais, bien évidemment, il n'y a aucune équipe qui va en apprendre, mais attention, les Rochelais, ils ont l'expérience, ils ont la confiance qui est de retour, ils ont la puissance, c'est solide quoi. Ouais, c'est ça, c'est surtout que c'est une équipe qui sait parfaitement jouer ces matchs-là, ces matchs couperés où voilà, il faut un peu de vis, un peu de, voilà, tu l'as dit, d'expérience, etc. Je suis bien placé pour vous dire que Toulon en a fait les frais l'année dernière et de quelle manière. Donc oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jérém. Pour le coup, la dynamique est intéressante et ce soir, ça partait plutôt mal quand même parce que quand on voyait un peu le début de match de Montpellier, puis moi, la défense de Montpellier m'a marqué sur le premier quart d'heure, première 20 minutes. Puis après, derrière, La Rochelle a pris confiance, etc. Dans le sillage de Jack Noël, d'Antoine Astoy, on en parlait. Ce top 6 il est intéressant et je pense que La Rochelle s'est très bien positionné. Il reste encore 2 journées mais voilà, le boulot est intéressant du côté de La Rochelle, ça reprend confiance. Bon, même sans Ronan O'Gara pour leur crier dessus, ça fonctionne. Ouais, et puis on a vraiment l'impression d'avoir retrouvé un truc de cette équipe rochelaise, c'est quand elle arrive à te coincer devant, à t'étouffer là sur ses molles portées, à te faire craquer dans les zones de rec. En fait, elle est absolument diabolique sur ce qui fait les fondamentaux de ce sport. On sent vraiment que cette équipe, elle s'est retrouvée là-dessus, sur ce qui faisait ses points forts depuis des années. Et Dieu sait que dans les matchs couperés, dans ces fameux matchs de phase finale, c'est quand même un domaine plus que primordial et voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui il faut en marrer absolument personne, ces Rochelais. Ouais, même quand il y a des joueurs qui ont l'habitude de pêcher, notamment je pense à Touloulatou qui est souvent représentatif de l'indiscipline, etc. Ce soir il fait un bon match, il n'y a pas eu trop de fausses notes côté Rochelais et voilà, comme l'a dit Jérémy, quand ça tourne fort quoi. Ouais, et il y a aussi, tu l'as déjà cité, mais il y a un joueur peut-être qui symbolise
le grand retour, voilà, le retour en force de cette équipe de La Rochelle, c'est Antoine Astoy qui a offert la victoire au Rochelet la semaine passée sur la pelouse de Vannes avec un drop monumental de plus de 40 mètres. Là, il sort encore une fois une masterclass, il est précis dans le jeu, il est précis face au poteau, il n'y a pas de fausse note dans la prestation d'Antoine Astoy qui est de retour en pleine forme et du coup qui guide cette équipe maritime vers la victoire et qui peut terminer la saison en trompe, quoi. Moi, je crois que pour vivre la renaissance qui est celle de Rochelaise actuellement, ça ne pouvait pas se faire sans déclic, mais au-delà de ça, sans bousculer un petit peu les habitudes ou les certitudes de ce groupe et du staff. On ne peut pas dire qu'il y a eu une grande confiance qui a été accordée à Antoine Astoy sur la première partie de saison, voire même pire. Je me rappelle d'une conf de presse où Antoine Astoy n'a même pas voulu évoquer le sujet tellement on sent que le management de Ronan O'Gara avait été dur avec lui. Il n'empêche, O'Gara, il a fait quand même preuve d'une grande intelligence là-dessus, je trouve, c'est d'avoir d'avoir un petit peu changé son fusil d'épaule sur 2-3 garçons et d'avoir complètement donné les clés du camion à Antoine Astoy. C'est le patron technique de cette équipe, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui prend ses responsabilités. Et force est de constater que ça lui réussit grandement et surtout que ça réussit à son équipe. On a le Antoine Astoy de sa première saison rochelaise. On a ce garçon doué, inspiré, précis, qu'on avait un petit peu perdu ces derniers mois, voire depuis un an et demi, 2 ans. Et là, on le retrouve et là, ça change tout, quoi. Je veux dire, quand tu as un numéro 10 de cette envergure et qui te fait basculer dans les moments décisifs comme à Vannes, ça fait de toi un prétendant. Alors, si ce n'est au titre, au moins aux phases finales. Ouais. Il se met à adorer les drops. Astoy qui en a claqué un autre contre Montpellier. Le pauvre, il l'avait raté. Et tu vois, il l'avait raté contre le Leinster, le drop de la victoire. Là, il le réussit contre Vannes, il en repasse un. Ça prouve bien que ce sport, comme beaucoup de sports d'ailleurs, c'est avant tout une histoire de confiance quand même. Ouais, et du coup, la confiance, les Rochelais, bon, bien évidemment, on l'a dit, ils sont 5e provisoire, puisqu'il y a Castres-Clermont qui se jouera samedi prochain à 21h. Mais quoi qu'il arrive, vu que les 2 formations derrière La Rochelle, c'est Castres et Clermont, bon, s'il y a nul, je vais juste vérifier s'il y a match nul, mais il ne me semble pas. Hop. Je prolonge la question, franchement, Tristan, tu vois quelqu'un déloger La Rochelle des 6 aujourd'hui ? Non, parce que... moi non plus. Non, mais c'est quoi le calendrier ? Ils reçoivent Perpignan. Ah non. Les Rochelais, ils vont à Pau. Et ils vont à Pau. Pau qui est en forme, mais non, mais déjà, je dis, s'il y a match nul, ils seront même 5e, puisqu'ils ont 3 points d'avance sur Castres et 4 sur Clermont. Ouais, La Rochelle finira... et dans les 6, même avec le match en retard de Castres. Oui, contre Perpignan, je les vois. Non, mais les délogés sera dur. Non. Surtout que La Rochelle-Perpignan, pour les 2 équipes, il serait important, mais Perpignan, c'est pas top en ce moment. Et puis, vu que le cœur de Tristan est un peu toulonnais, il en a parlé tout à l'heure, recevoir La Rochelle en barrage, je sais pas qui les recevra s'ils doivent se déplacer en barrage, mais ouais, ça sera pas cadeau. Franchement, je pense que même que mentalement, peut-être que les Rochelais arriveront avec un avantage. À la Castres, quoi, finalement. Avec un avantage. Ouais, l'avantage, oui. L'avantage, c'est sûr que ce qu'on dit là, je pense que toutes les équipes se le disent. Donc, mis à part aujourd'hui Toulouse qui a assuré d'être en demi, Bordeaux est bien parti, mais tu te dis, oui, t'es Bayonne, t'es Toulon. Par exemple, Bayonne, on parle beaucoup de la qualification historique. Ils y vont tout droit, les Bayonnais, même pour leur barrage à domicile. Ils sont invaincus. C'est la seule équipe qui est invaincue à domicile. Tu te dis, premier barrage de ton histoire à domicile, tu reçois La Rochelle. Bon, ça peut être une belle fête, mais attention quand même, la fête peut vite être gâchée, quoi. Mais bon, c'est marrant parce on n'en est pas encore là. J'avais cette image, les derniers mois, là, j'avais cette image de l'épouvantail plutôt sur le RCT, justement. Une équipe que je trouvais vraiment très forte devant, une grosse puissance, très fort sur les fondamentaux, en conquête, dans les moments charnières de match. Et là cette impression, pour moi, elle s'est déplacée sur La Rochelle, parce que depuis depuis le quart de finale perdu, le RCT, Toulon n'avance plus, et au contraire, La Rochelle, c'est un méga outsider de ce top 14, attention. Et puis surtout, je ne veux pas spoiler le cours de l'émission, mais si Toulon, dans l'état actuel où ils rendent les copies qu'ils sont en train de rendre, je pense que je suis même pas sûr que Toulon soit favori sur le match. Oui, Toulon, on en parlera pour le jaune bunker de Toulon, mais d'abord il y a l'Ovation. À juste titre. Il y a l'Ovation. Après le petit giga, l'Ovation, c'est le Racing 92 cette semaine qui allait gagner sur la pelouse du Stade Toulousain 37-35. On en parle tout de suite.
Alors, dans ce top 14, la moindre victoire te laisse espérer quelque chose. Alors, le Racing, oui, peut toujours croire au top 6, puisqu'il est aujourd'hui à 6 points. Alors, il y a Castres, clairement, encore une fois, c'est compliqué de faire des calculs quand il y a un match en retard, surtout avec deux équipes qui se tiennent presque, qui sont à égalité de points, qui sont à la lutte pour le top 6. Mais ils peuvent toujours espérer le top 6, les Racingmen. Ils ont assuré leur maintien. Jérém, toi, tu étais au match. Ce qui frappe déjà, c'est on a retrouvé le Racing. Déjà, bon, depuis plusieurs semaines, c'est un fait. Mais quand même, aller gagner à Toulouse, oui, il y a quelques absents à Toulouse. Ok, Ramos, Kinghorn, Mouvaka, Dupont. Mais la prestation dans l'ensemble est plus qu'encourageante pour ce Racing-là. Ouais, déjà, sur le rugby pur, moi, je les ai trouvés très bons et pas uniquement pragmatiques. Par moments, ils ont su être ambitieux quand il le fallait. Mais au-delà de ça, sur le caractère, c'est quand même une équipe qui a été 3 fois en infériorité numérique, 30 minutes à 14 contre 15. Chez le leader, ils ont su faire le dos rond, ils ont su resserrer le jeu. Clairement, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut avoir les clichés qui accompagnent l'homme et le technicien. Mais depuis que Patrice Colazo est arrivé au Racing, moi je vois une équipe qui a retrouvé une identité. Je vois une équipe qui a retrouvé du caractère. Je vois une équipe qui a retrouvé une unité que je voyais beaucoup moins sur la première partie, enfin, que je voyais quasiment pas sur la première partie de saison. Alors certes, elle manque encore de régularité, et on l'a vu notamment sur le nul à domicile contre Bayonne. Mais voilà, en tout cas, je pressens en tout cas quelque chose pour la suite. C'est peut-être pas pour cette fin de saison, parce qu'ils partent de très loin pour aller dans les 6. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas la décision que prendra Jackie Lorenzetti, mais d'extérieur, je me dis que Patrice Colazo a largement réussi sa mission et a largement mérité de continuer avec ce groupe pour voir si ce n'est pas juste le début d'une aventure. Et du coup, Patrice Colazo, c'est le pompier le plus talentueux de France. Ouais, non, mais après, je pense que ça serait dommage de le réduire à ce rôle de pompier. Voilà, il a eu ce poste à Montpellier, il l'a pris, il l'a eu au Racing. En plus, c'est un club qui lui tient à cœur parce qu'il avait commencé comme entraîneur, je crois, là-bas. Il l'a pris, mais ça serait peut-être sympa de le voir continuer cette aventure parce qu'il est en train de faire. Et franchement, sur le match à Toulouse, sachant que Toulouse est revenu plusieurs fois au score, les Racingmen, ils ont réussi à réenclencher derrière. Et non, franchement, chapeau, quoi. Et puis il y a les cadres aussi du Racing. Les cadres, voilà, quand tu as Le Garec qui est à ce niveau, quand tu as Gaël Ficou qui est à ce niveau, tu as Joshua Tussevant en 12. Alors oui, il ne traverse pas le terrain. On a vu les Toulousains qui ont bien réussi à le freiner, notamment Paul Coste, on en a parlé. Mais bon, sur l'essai de Ficou, il y a 3 mecs qui sont sur lui, forcément pour l'arrêter, ça crée des décalages. Quand tu as les leaders qui fonctionnent, l'équipe fonctionne et tu peux te permettre d'aller gagner à Toulouse. Non mais ouais, il y a des cadres, mais pour rebondir sur ce que dit Jérém, je trouve que l'identité, retrouver, moi j'ai l'impression qu'on a vraiment trouvé une identité. Ouais. J'ai pas souvenir que le Racing ait été aussi craint devant comme il peut l'être là actuellement. Ah, sur le début de l'ère travers la bite Mais, ou alors ça fait très longtemps en tout cas que le Racing... Ils sont sacrés et tout, mais bon, ça commence à remonter. Ils sont sacrés en 2016. Que le Racing n'avait pas été aussi craint devant, aussi efficace, aussi structuré, aussi propre. Voilà, on parle de cadre. Moi je trouve que oui, voilà, mais comme Le Garec, il arrive à amener cette équipe, il insuffle une confiance, un caractère. Ficou, on en parlait. Tuissova, c'est lui qui fixe 3 joueurs et qui fait la passe. Enfin, il y a une vraie alchimie qui se passe et Colazo arrive à concerner ces mecs qui, on avait l'impression, se foutaient un peu du club. Enfin, moi, l'image que j'en avais avant, c'était des mecs qui s'en foutaient un peu du club, etc. Là, tu sens vraiment les mecs concernés. On a vu Le Garec en parler à la fin avec les larmes aux yeux, peut-être parce qu'il va partir aussi, mais il y a un vrai truc derrière. Et c'est presque dommage qu'il soit trop loin. Parce que ça aurait pu être une des équipes surprises de la fin de saison. Je pense que ça va être trop compliqué, sincèrement, pour accrocher le top 6. Mais il y a le top 8 déjà. Mais il y a le top 8. Bon, on sait que pour le Racing, c'est important la Champions Cup. Bon, pour tous les clubs, mais le Racing a toujours joué. C'est pas compliqué. Le Racing déjà a toujours joué la phase finale depuis qu'ils sont remontés. Dans la saison 2009-2010. C'est marrant, la question a été posée hier soir. Mais bon, on n'a jamais été aussi proche de ne pas les voir en phase finale. Donc peut-être que cette année. La question a été posée à Le Garec. Sa réponse était assez marrante, quoi. Lui, il disait qu'il croyait pas à la loi des séries et il disait même, voilà, ces dernières années, pour tout vous dire, je crois qu'il y a des fois on est allé en phase finale juste pour aller en phase finale. Si c'est juste pour dire on continue la série, en gros, moi je m'en fous. Mais je suis pas certain qu'on est allé en phase finale pour être champion ces dernières années.
Et C'est vrai qu'il y a des barrages qui marquent, mais il y a des barrages du Racing, je me souviens à Bordeaux, tout ça, où ils prennent plus de 30 points et en fait, ils sont éliminés. Bon, la logique est respectée, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de. Voilà, il n'y a pas d'image qui marque ces dernières saisons du Racing en phase finale, alors que c'est une des équipes les plus régulières du top 14. Il y en a qui en ont loupé. Et puis eux, ils sont toujours là. J'en profite juste, un immense coup de chapeau, tu l'as dit, mais à Le Garec. Franchement, le mec, il s'en va en fin de saison. Il a un statut d'international qui n'aurait pas été remis en cause quoi qu'il arrive. Il est dans les 3 meilleurs numéros 9 de France. Il aurait pu franchement pas s'en foutre. Il y a toujours les discours de je veux quitter avec une belle image, un club, machin. Enfin, lui, il met les actes à côté. Ce qu'il fait depuis 2-3 mois, c'est masterclass, quoi. Franchement. Je me rappelle le match contre le Stade Français où le démarrage du match quand même est très compliqué. C'est lui qui les laisse quasiment dedans tout seul. Là, hier soir à Toulouse, il nous sort une prestation franchement XXL. En conf de presse, vous auriez vu après le match son émotion, mais aussi sa détermination. Franchement, moi je dis, c'est marrant parce que Patrice Colazo, en parlant du Racing, il disait, tu vois, il y a les discours, mais transposer le papier au terrain, c'est pas toujours simple. Il disait justement, je suis admiratif de Toulouse parce qu'ils arrivent souvent à le faire. On sentait que lui, il était content que son équipe l'ait fait, mais elle l'a fait notamment parce qu'un garçon comme Nolan Le Garec, moi je trouve, est absolument exemplaire et amène tout le monde dans son sillage. Et il a pris une épaisseur, Avant, on le catégorisait beaucoup dans le côté fougue, capable de déclencher des actions, etc. Maintenant, il est devenu ultra complet. Franchement, c'est devenu un vrai patron. Et aux Oscars à Toulon, j'en discutais avec Baptiste Sorin, où j'ai fait une petite vidéo avec lui. Il me dit le joueur le plus talentueux du top 14, c'est Nolan Le Garec. Bon. Et c'est lui qui a dit ça. Venant d'un de ses concurrents, j'ai trouvé ça plutôt classe. Et il faut avouer que sur ces derniers mois... J'avais une populaire opinion. Voilà, attention. Non, mais je pose la question. La théorie de Vincent Franco. Non, je trouve qu'on lui a trop vite tapé sur les doigts, mais Dan Lancaster. Non, mais vraiment, depuis la seconde partie de saison, Dan Lancaster, il fait un gros match à Toulouse. Alors, il fait un gros match à Pau déjà quand ils étaient en galère. Il avait gagné à Pau. Sale gueule parce que c'était le fils de alors, il joue beaucoup moins, quand même, faut le dire, depuis que son père est parti, certes. Mais il est peut-être libéré aussi. Que c'était beaucoup trop facile de lui taper dessus. Il a fait des mauvais matchs, mais il faut aussi dire, moi je trouve que depuis quelques sorties, il est bon. Ouais, alors, à Toulouse, il a été bon. Je vais rejoindre un peu Tristan, je pense quand même qu'il a payé un petit peu son nom. Bah oui. Clairement, mais je l'ai vu faire des mauvais matchs cette saison, mais je l'ai vu aussi faire des bons matchs. Tu citais celui à Pau, moi je l'ai vu faire, je couvrais ce match-là à Montpellier, il fait une entrée où franchement il prend les choses en main. Le Racing est pas loin de retourner le match en fin de rencontre. Il n'y est pas pour rien du tout. Il fait un bon match en quart contre le Connard. Ouais, moi je crois que c'est un garçon qui, stratégiquement déjà, me semble très bien comprendre et lire ce jeu. Dans l'exécution technique aussi, il est plutôt propre. Il a un bon pied. Il manque peut-être un petit peu de vitesse d'exécution. Mais non, je pense effectivement que l'opinion générale a été sévère avec lui parce que aussi il portait ce nom-là. T'as cette image, t'as le fils de l'entraîneur qui arrive de 2e division anglaise que personne ne connaît et tu te dis bon, il ramène son fils presque, il offre un contrat à son fils. C'était clairement ça ce que tout le monde pensait. C'est vrai qu'au début, tu te dis même si le mec, il est talentueux, il est bon, il arrive dans un contexte où il sait qu'à la moindre mauvaise performance, tout le monde va dire bon, surtout il joue parce qu'il s'appelle Lancaster. Surtout que ça perdait. Oui, ça perdait, mais quand ça perdait, il n'y avait pas que lui qui n'était pas au niveau. Et aujourd'hui, certes, il n'y a pas que lui qui est très bon, on en a parlé, le Garec, Woki, même Ficou, mais lui, il est là et il fait une meilleure saison que notre Anglais qui est arrivé l'été dernier, sans faire de provocation. Avec un autre statut. Voilà. Qui coûte un peu plus cher, je pense. Oui, voilà. Non, mais cette année, 26 matchs quand même, Lancaster. Il a joué, et qui est en fin de contrat. Là, et on ne sait pas trop de quoi sera fait son avenir pour l'instant. Mais voilà, c'était juste pour Dan. C'était une populaire opinion. Non, mais je sais pas si on te rejoint, on rejoint la théorie. Je suis plutôt d'accord. Je trouve que voilà, il a raison en plus. Parfois, il n'a pas été bon. Je ne dis pas ça. Ouais, enfin, alors il y a beaucoup de joueurs qui ont souvent pas été bons dans la première partie de saison du Racing 92. Mais je trouve que Dan Lancaster fait un peu le genre de mec où c'est plus facile de le dire quand il est pas bon. Que de dire qu'il est bon quand il sort un gros match. Et bon, c'est vrai qu'à Toulouse, moi je trouve que on parle de le Garec, mais la charnière du Racing a très bien géré le match. Même quand Toulouse revenait, même quand Toulouse revenait, parce que plusieurs fois, il y a eu des occasions dans le match où moi perso, je me suis dit, ils ont laissé passer leur chance. Ça y est, Toulouse ils sont revenus à 2-3 points. Si ça tourne maintenant, Toulouse ils peuvent mettre 3 essais en 15 minutes, c'est terminé. Et en fait, non, toujours il y avait les deux patrons là, les 9-10 qui
tenait la baraque et qui faisait mieux, qui marquait des points en plus. Donc, Mais il y a beaucoup de joueurs, hein, je pense là-dessus vraiment que l'arrivée de Colazo a fait du bien, parce qu'on voilà, on en a cité 2 ou 3, mais on pourrait en citer d'autres. Cameron Wauquiez, il est bon. Bah, c'est plus le même joueur là depuis quelques mois. Romain Taufinois, on le voit être décisif là ces dernières semaines. Voilà, le retour de blessure de Demba Bamba, je suis pas loin de penser qu'il fait un bien fou également à cette équipe du Racing. Ça fait quand même plaisir. C'est que des internationaux français qu'on a connus à des très hauts niveaux, qu'on avait un petit peu pas perdu de vue, mais pas loin quand même ces derniers mois. Voilà, cet effectif est régénéré. C'est pour ça que je disais, alors certes, ils vont perdre Le Garec et c'est une immense perte. Oui. Mais cet effectif, je pense, mérite de continuer dans le moule qui est en train de se former en ce moment. Ouais, bon, en tout cas, le Racing, bon, écoute, qui peuvent encore croire au top 6, ils sont 10e, et ils sont devant Lyon. Hein. Ils ont un point d'avance sur Lyon. Le grand perdant des deux dernières journées, Lyon. Ouais, qui a perdu au Stade Français, Lyon, qui jouera la finale Challenge Cup vendredi contre Basse au Principality Stadium de Cardiff. Tu y seras, Vincent Franco. Je serai très heureux d'y être. Messieurs, on va passer au jeune bunker. Aïe. On va partir... Je sais pas, il y a Tristan qui quitte le plateau, non? Non, alors on va partir dans le Béarn, mais plutôt aussi en parlant d'un club varois, voilà, Toulon qui enchaîne les défaites malheureusement. Ouais, car malheureusement pour le RCT, ça va pas fort depuis le quart de finale perdu contre Toulouse de Champions Cup. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a fait très très mal à la tête, celui-là. Il l'a fait. De par le scénario, voilà, ils l'ont jamais caché. Hein, Pierre Mignoni ne l'a jamais caché. Il y a eu cette victoire arrachée contre Clermont qui a été difficile, mais c'est quand même une victoire. Et depuis, bon, il y a défaite à Vannes qui prend le bonus offensif. Bon, il y a cette correction au Vélodrome contre Toulouse. Et là, ce match contre Toulon où le score 25-21, contre Pau, pardon, 25-21, Toulon qui a réagi à la fin puisqu'il y avait 25-0. Oui. Alors voilà, il y avait 25-0 au début de la Toulon qui aurait pu période. aller arracher une victoire en plus. Voilà, et Toulon qui a échoué de peu, qui s'est réveillé trop tard, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne reconnaît pas Toulon, très clairement. Non, mais ça, en fait, tu as dit une lourde défaite au Vélodrome, mais si tu regardes, le contenu est très très décevant à Vannes. La première mi-temps à Pau est très très décevante. Bon, le Vélodrome, n'en parlons pas. En fait, c'est dans le contenu que c'est très inquiétant pour Toulon, parce que il n'y a pas un moment où tu te rassures. Il y a des petites bribes de période. La seconde mi-temps à Pau, le match au Vélodrome, il n'y a pas un moment où tu es assez tranquille, si ce n'est en tout début de match, mais c'est très court. Vannes, il n'y a pas un moment où tu es serein. Donc, à l'approche des phases finales, il va peut-être falloir que le RCT trouve ce match référence, ce match pour les remettre complètement à l'endroit. Ouais. Ce match un peu où tu te dis, bon, on peut s'appuyer sur ça pour lancer la phase finale. Il pourrait arriver contre Bordeaux. Il faudrait en tout cas qu'il arrive contre Bordeaux. Ce serait le meilleur des moments. Mais Toulon a du mal à se mettre dans... En fait, c'est dans le collectif que c'est compliqué. Il y a des lancements intéressants, mais il y a ou un en avant, ou un appel qui est pas bon, quelque chose qui coince dans le système. Donc, c'était dur contre Pau. Ils se sont réveillés, notamment grâce à l'entrée d'un bon banc. Franchement, il faut le dire, Enzo Hervé a été déterminant. Facundo Izal a été aussi. La première ligne, Kyle Sinclair notamment. Donc tu sens qu'il y a du potentiel, évidemment, sinon il ne serait pas troisième. Mais il manque ce moment de confiance, je sais pas comment dire, mais genre ces 5 minutes où tu arrives à avoir le ballon et où tu arrives à enchaîner, à mettre de l'avancée et où tu prends confiance en ton jeu. Et ça c'est pas arrivé. Donc voilà, il va falloir profiter de cette semaine de pause pour se régénérer, pour retrouver un peu de fraîcheur peut-être aussi. Mais clairement, le match à Pau hier, Pierre Mignoni en était vraiment pas content, comme souvent ces derniers temps. Donc, faut trouver l'électrochoc. Ouais, et alors en plus, tu parles d'électrochoc. Alors le paradoxe presque, c'est que ce quart de finale de Champions Cup qui leur fait un mal fou dans leur dynamique de la saison, le pire c'est que c'était quand même une progression. Ça doit pas enlever la déception de perdre, surtout à Mayol, mais c'était une progression dans le sens où on les avait pas vus à ce niveau en Champions Cup depuis très longtemps. Il n'empêche qu'ils n'ont pas réussi à fructifier là-dessus. Et depuis, là où je suis un petit peu inquiet de mon côté, c'est que j'ai l'impression que Pierre Mignoni, il a un petit peu tout tenté depuis un mois et demi. C'est-à-dire qu'il a remis les mecs du quart de finale, il les a remis sur 1 ou 2 matchs en disant j'ai confiance en vous, je vous le montre.
Ça n'a pas répondu. Là, ce week-end à Pau, sur l'équipe qui a démarré le match, il y a eu des vrais choix, quoi. Il a relancé des mecs. Il n'y avait pas Yaoua au centre, il y avait Bigard en 10. Enfin, on va pas refaire tous les postes, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Moi, je l'ai vu dans ses discours être plutôt rassurant après le quart de finale, très positif dans ses prises de parole. Pierre Mignoni, quelque part apaisant pour son groupe. Ça n'a pas fonctionné. Là, on l'a vu après le Vélodrome être beaucoup plus piquant, à juste titre. La réaction, elle n'a pas eu lieu derrière. En termes de management, ça ne doit pas être simple de trouver le levier qu'il faut. Et c'est dans ces moments-là, peut-être que des garçons comme Charles Olivon, comme Ribans, qui est blessé ces dernières semaines et qui, je pense qu'outre le niveau de jeu qui est immense de ce joueur, doit beaucoup manquer quand même aussi dans le leadership. Il n'a pas joué depuis, clairement. En fait, la dernière victoire de Toulon, il n'a pas joué depuis. Et je pense qu'il doit beaucoup manquer dans le leadership. Et peut-être que, je ne sais pas, si Pierre Mignoni est en train de chercher aussi d'autres relais dans son groupe, des garçons qui passent devant, quoi, comme on dit. C'est ce qu'il a dit après le Vélodrome, je pense. Il l'a dit, mais effectivement, bien sûr, j'y ai assisté, mais ça ne s'est pas vu encore à Pau. Et je me mets à la place de Pierre Mignoni. Je vois que là, il a encore poussé un coup de gueule à juste titre. Au hameau, ça ne va pas être simple là, de trouver les leviers parce que tu es dans une situation d'urgence. Voilà, il n'y a plus que 2 journées de phase régulière derrière la phase finale. Ça serait quand même dommage par rapport à ce qu'ils ont fait pendant des mois et des mois que la saison se termine en... Et ils ont la menace en plus de... Bon, ça changerait peut-être pas grand-chose, hein, mais ils ont la menace de Bayonne qui est revenu à 4 points. Ce week-end pour la 3e place, donc bon, 3e ou 4e oui, non, je pense que ça change pas grand chose là. Les Toulonnais, les Toulonnais sont rassurés. Je dis ça, mais mentalement, puis déjà. Mentalement quand même, mentalement. Quand tu te bats pour la 1re ou la 2e place pendant des semaines et des semaines, si tu dois en plus perdre la 3e, je pense que dans la tête ça doit faire un petit peu mal quand même. Déjà que comme on a dit, dans la tête c'est compliqué. Et on parlait du quart de finale de Champions Cup, mais j'ai l'impression que la déroute au Vélodrome a aussi enfoncé un peu les mecs. Typiquement, j'étais aux Oscars, ça faisait pas la gueule, mais tu sentais que voilà, c'était quand même pas jour de fête, etc. Plaisir de prendre 50 points. Mais évidemment. Mais après, moi, j'ai confiance, tu vois, le retour de Ribans, ça peut faire du bien. Pas serein il n'est pas serein. Des mecs comme ça, c'est dans le leadership, t'en parlais, c'est eux. Mais après, Pierre Mignoni a clairement envoyé le message en disant, écoutez, les mecs, ils sont pas là, il faut qu'il y en ait qui prennent le relais. Il n'a pas dit de nom, mais je pense qu'il pense à des mecs comme Mathias Alagahu, par exemple, qui peuvent aussi jouer ce rôle-là. Esteban Abadi, exactement, qui était capitaine à Pau. Donc voilà, il faut prendre le relais. Et plus tu as de leaders dans des matchs de phase finale, mieux c'est pour ton équipe. Donc voilà, mauvaise passe pour le RCT, mais voilà. Je pense que du côté du campus, on sait très bien que le match contre Bordeaux déterminera clairement la fin de la saison. Tu peux anticiper que l'équipe de Bordeaux, peut-être ce sera remaniée. Bien sûr, finale, l'équipe de Bordeaux remaniée peut battre clairement Toulon. Et puis là, je pense en fait les Toulonnais sur ce genre de rendez-vous, peu importe en face ce qu'ils envoient ou pas, ils ont besoin de se rassurer sur leur jeu, sur leur production. Et plus globalement sur leur investissement, quoi. Et toujours croire à la demi, hein. Voilà, c'est toujours possible. Alors là, ça a pris un peu de plomb dans l'aile, mais ils peuvent toujours croire à une demi directe pour coiffer sur le poteau l'UBB, qui ira à Toulon et qui recevra Vannes à la dernière journée pour les Bordeaux-Béglé. Alors que Toulon ira à Bayonne. Et Toulon ira à Bayonne, donc pour un match qui possiblement les deux seront assurés de jouer le barrage à domicile. Qu'est-ce qu'on fait? On se regarde, on fait des chandelles et on fait des combats dessous. En cas de défaite de Toulon contre Bordeaux, il peut valoir très cher. Enfin, entre guillemets, il peut valoir cher. Il peut valoir cher, oui, il peut valoir très cher. Messieurs, à passer au MVP la grande mêlée. C'est un Clermontois cette semaine, c'est rare. Pour les Clermontois. Tu penses c'est qui? Je l'ai entendu tout à l'heure dans la rédaction. Tu l'as dit. Iraï Simone. Non, mais le plus rare, c'est qu'il est rentré à la mi-temps, c'est ça? Et donc, il est super sub. MVP, et du coup... Il a joué que 40 minutes. Super sub. Voilà, il a joué 40 minutes, il a mis 60 points. Chapeau l'artiste. Donc, petit jingle, et on parle de Clermont, tout de suite. Pardon? Ce soir, je crois qu'elle... Oui, mais Aldrit en a passé, mais il me semble, vous mettez le doute, parce qu'il y a Yato aussi, mais je crois qu'Yato, il avait un peu moins. Aldrit, il s'en approche, je crois, ce soir. Ouais, Yato, il a dépassé un peu. Il a 65, Yato. Bon, on part sur Simone. 40 minutes. Oui, 40 minutes. 40 minutes. Surtout... Ramener à la minute, quand même. Oui. Tu me sauves bien, merci, je te remercie. Je te remercie. Non, mais oui. Et il était remplaçant. Bon, déjà, ceux qui l'ont mis super sub, alors, bon... pas grand monde. Il y a quelqu'un qui a mis Iraï Simone super sub, bravo. Oui, bravo à lui ou elle, parce que là c'est très bien joué. Mais non, de manière un peu plus générale, ce Clermont,
qui parfois en termes de jeu n'était pas très enthousiasmant. C'était un peu irrégulier, notamment certaines performances à l'extérieur, même à domicile. Là, ils ont pris 5 points contre Perpignan. Sur le papier, ils étaient favoris, ils ont assumé leur statut contre l'USAP, il n'y a pas de problème. Les Clermontois sont là presque où ils voulaient être au début de la saison, quoi. Ils y sont dans la course à la phase finale, à 2 journées de la fin. Il leur reste un match en retard à jouer à Castres, pas simple, mais ils ont quand même 3 matchs à jouer, d'autres n'en ont que 2, tous leurs concurrents. Donc voilà, le Clermont-Durios est clairement dans la course. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être l'équipe qui fait le moins de bruit. Oui, voilà, non mais c'est ça. Qui est là, qui est en place et qui est peut-être même dans la meilleure des positions parce que franchement, qui aujourd'hui place Clermont en candidat au titre, même qui place Clermont dans les 4 en demi-finale, et je pense que ça leur va bien, quoi, en fait, cette position-là, parce que moi j'ai l'impression que ça fait des semaines et des semaines qu'ils gagnent le match qu'il faut à chaque fois pour rester dans ces 6 ou en tout cas prétendre y être. Ils ont fait quand même une bonne partie du chemin, et s'ils se retrouvent en phase finale, c'est typiquement le genre d'équipe qui a vraiment, mais alors vraiment rien à perdre, quoi. Donc, Clermont avance, quoi. Tu mets une pièce sur Clermont ? Non, j'en ferai pas. Non, j'en ferai pas un candidat immense à quelque chose en fin de saison. Je me dis juste, sincèrement, qu'à partir du moment où ils sont dans les 6, la saison sera réussie. De là où ils viennent, ils sont encore en construction, eux, ils ont besoin d'évoluer par rapport à là où ils étaient. Tu sens qu'il va encore falloir. Il y a eu la prolongation de Christophe Herreus, la prolongation du staff, donc ils partent sur un projet qui est encore pas au début, mais pas loin, qui est encore à moyen et long terme. Donc cette équipe-là, en refaisant cette année, elle était en Champions Cup. Là, s'ils se qualifient pour les phases finales, ils vont franchir une marche supplémentaire. Voilà, ils avancent. Et comme je dis, franchement, ils font pas de bruit, quoi. Ils font pas de bruit. J'ai l'impression que Christophe Herreus, généralement, il aime bien ça, non ? Oui, il aime bien ça. Ce côté outsider. Ces dernières années, ça a apporté ses fruits parfois. En 2018 notamment, je ne sais pas si certains se souviennent. 6e de la phase régulière avec Castres et champion à la fin. C'était l'année de tes 40 ans, non, déjà, non ? Tu vois, ça faisait longtemps. Il a attendu quand même. Oui, mais en fait, j'allais pas le faire. Si tu m'avais pas taquiné dès le début, par contre, c'était celle de tes 9 ans. C'était bien, oui, et je m'en souviens bien. Mais clairement aussi, c'est Gaba SM qui reçoit le Stade Français, qui recevra le Stade Français et ira à Montpellier. Donc c'est pas non plus insurmontable. Il y a des calendriers plus compliqués que ça sur le papier en tout cas, même si le Stade Français a gagné ce week-end. Et du coup, il reste Simonet qui s'est un peu fait chambrer, Baptiste Jonot, qui chambrait Simonet sur notamment sa vitesse. Sur sa vitesse, c'est vrai que le dernier essai, il a bien surpris la défense perpignanaise. Et Raï Simonet qui va être replacé, je crois, définitivement à l'ouverture l'an prochain. Il se pose la question. Ouais, mais même je crois que les Clermontois, ils sont partis pour avoir... Il l'avait essayé au Leinster, si je ne me trompe pas. Donc ils sont partis pour avoir Plumeur, cadeau quand même. Plumeur, le néo-zélandais en numéro 1. Je crois que c'est Simonet et Tom Raffi, les deux autres ouvreurs du groupe. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il va vraiment être replacé à ce poste de numéro 10. Ça prouve quand même que Christophe Herreus et son staff ont une grande confiance en lui, notamment sur le plan stratégique, et que c'est un mec important de la construction de cette équipe. Ouais, et du coup, un petit mot pour Leinster, si vous voulez aller les suivre, les internationaux irlandais jouent l'URC. Dernièrement. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé il y a quelques semaines, mais ils sont tous titulaires maintenant. Donc c'est un peu. Ils jouent Glasgow ce week-end. Donc si vous voulez suivre les aventures des internationaux irlandais qui jouent l'URC, parce que c'est pas tous les jours, hein. On les prend tous en photo parce que là, il y a le match du URC sur le côté. Van der Fier, il l'a pas souvent chez lui. James Lowe et Ringrose, ils découvrent des adversaires en fait. Ils se demandent c'est qui ces mecs. Apparemment, Jordi Barrett a demandé quand est-ce qu'était le prochain match de Champions Cup et voilà. Le Cullen n'a pas su lui répondre. Sachant que Jordi Barrett sera plus là dans quelques semaines. Non, c'est pour ça. Donc il ne jouera plus de match de Champions Cup. Bon, ta petite blague pour mes amis du Leinster, écoutez, voilà. Qui te regardent qui nous regardent par millions. On est écouté par des millions de gens, je vous rappelle, donc c'est avec plaisir tous les week-ends et toutes les semaines. Messieurs, on va passer aux caisses de la semaine, avec notamment directement l'Oscar, un petit jingle, l'Oscar de la semaine, messieurs, qui est... pas de suspense, je crois là. Non. Pas de suspense, voilà, pas de suspense. Monsieur par-dessus. Voilà, monsieur coup de pied par-dessus, Mathieu Jalibert, on en parle tout de suite.
Car oui, voilà, Mathieu Jalibert a fait mal au castré. Xavier Sadourny l'a avoué avec un sourire, lui ancien demi d'ouverture, qui a apprécié franchement la performance de Mathieu Jalibert, notamment les coups de pied par-dessus, et qui a dit que voilà, c'était inestimable d'avoir un joueur comme ça, qui était toujours là et toujours bon, et quand il est en confiance, c'est compliqué de l'arrêter. Et force est de constater voilà, qu'il est en confiance, Mathieu Jalibert, depuis de longues semaines. Et il a encore livré un récital contre Castres, tout simplement. Donc c'est que du plaisir pour les yeux. Dans le monde du football, il y a actuellement un jeune joueur qui s'appelle Lamine Yamal et pour qui les gens payent leur billet. Moi, dans des stades de rugby, je paye mon billet pour voir Mathieu Jalibert. Tu sais toujours qu'il va se passer quelque chose d'intéressant, une action, un coup de rein, un petit par-dessus qui est devenu sa spéciale. Je suis complètement d'accord avec Xavier Sadourny, c'est le joueur frisson par excellence. Il en manque pas vraiment à Bordeaux des joueurs frissons, mais ouais, lui il est capable de faire des choses exceptionnelles sur un terrain. Alors oui, on l'a dit 1000 fois, tout le monde le dit, il est capable d'avoir des défauts aussi évidemment, mais combien de qualités pour des défauts, enfin tous les jours, je pense que n'importe quel manager accepte ses défauts pour ce qu'il est capable d'amener sur un terrain. Les par-dessus qui réussit sur son essai, la vista, avec une magnifique remise intérieure de Bentami Founa, il faut la souligner aussi, parce que c'est quand même assez rare, mais l'essai qu'il met, il est exceptionnel. Et puis voilà, dans la gestion du jeu, dans la capacité à orchestrer cette patrouille de France que tout le monde applaudit, lui il est capable, il sait doser, il sait quand attaquer, quand gérer, et puis on va pas se mentir, je sais plus qui l'a dit, je l'ai vu passer, mais si Bordeaux gagne la Champions Cup, je pense que ça passera aussi notamment par une grande performance de Mathieu Jalibert. Ouais, c'est surtout ça, il est au pic de sa forme, c'est ce que pile au bon moment. Ce qu'il faut souligner, c'est à quel point il est dans sa plus grande forme, au meilleur des moments, et ça crée un contraste immense par rapport à la saison dernière, où on avait dit qu'après le tournoi Destination, l'UBB avait un petit peu décliné, même s'ils avaient quand même fini en finale top 14, ce qui marquait déjà une progression de ce club, mais sur les rotules, et c'était dû en partie aussi au déclin physique de leur maître à jouer. On se rappelle qu'il s'était blessé pendant le tournoi Destination, et derrière, il avait traîné ça sur toute la fin de saison, et ça avait été assez fatal pour l'UBB, tant ce joueur est absolument primordial pour orchestrer le jeu de Bordeaux. Là, ça prouve à la fois, évidemment, il y a un petit peu, des fois, il y a de la malchance quand on se blesse, donc tant mieux s'il a réussi de ne pas s'être blessé, mais ça prouve aussi que certainement, lui, a peut-être géré sa saison un petit peu différemment pour arriver dans cette forme optimale, encore une fois, sur les matchs de phase finale, ceux qui comptent vraiment. Ça prouve aussi que le staff, j'allais y venir justement, le staff depuis le début de saison l'a ménagé par moment, donc l'a géré, parce que eux savent combien il est essentiel de l'avoir sur le terrain, combien le binôme qu'il forme avec Maxime Lucu est vital, j'allais dire, pour l'UBB. Et effectivement, avoir son maître à jouer dans une telle forme quand on va jouer une finale de Champions Cup et quand les phases finales de Top 14 approchent, c'est une aubaine pour Yannick Bru. C'est surtout que Yannick Bru, il a avoué avoir appris la semaine dernière, parce qu'il a rappelé quelque chose que je pense beaucoup de monde avaient oublié. Il dit là, parce que c'était quoi qu'il arrive, il sortait à la 50e. Yannick Bru l'a dit, ils auraient pu perdre de 15 points ou gagner de 15 points, ce qui gagnait de 20 points. C'est plus facile à dire quand tu gagnes, je pense. Mais, quand tu gagnes à ce moment-là. Lucu, Jalibert, et il a rappelé, il a dit la saison dernière journée, Bordeaux-Oyonnax qui était déjà relégué, il dit il était titulaire. Il dit on l'a pété à ce match-là. Alors je peux vous dire que dès que je peux le sortir maintenant, ça sera peut-être pas là à Toulon. Voilà, il disait presque je vais pas faire l'erreur 2 fois. Rappelez-vous le match juste après le tournoi aussi, où ils reçoivent le Stade Toulousain au Matmut Atlantique, où Mathieu Jalibert, tout le monde pense qu'il est trop juste. Finalement, c'est un peu la surprise de la compo. Il revient parce qu'il avait très envie de jouer ce match. Je pense que Yannick Bru avait été dans le sens du joueur, qui avait fait en plus un très bon match, mais il sort en deuxième mi-temps, entraînant la patte, il revenait de blessure, on sentait que c'était que c'était encore un petit peu juste. Et il avait traîné quand même cette petite blessure dans les semaines suivantes. Et il l'a dit à la fin de la saison, il l'a dit durant toute l'intersaison, Yannick Bru, qu'il avait appris aussi les leçons de cet exercice où ils ont fini. On va pas rappeler la finale et tout, mais ils ont fini sur les rotules. Et clairement, je crois que même dans des matchs considérés importants aujourd'hui, Yannick Bru, je pense qu'il ne ferait pas jouer
Mathieu Jalibert à 50% ou 60 ou 70% de ses capacités. Il sait qu'il faut absolument l'avoir sur les matchs qui comptent le plus. C'est lesquels? C'est ceux qui sont éliminatoires à la fin, quoi. Ouais, et en tout cas, Mathieu Jalibert devrait être là. En tout cas, on saute à l'UBB. Devrait être là samedi après-midi Même à si la grande Cardiff. question, c'est plutôt sur Damien Penaud. Oui, Damien Penaud, mais voilà. Alors, Les Yannick tendances Bru, sont plutôt positives. positive. Et Yannick Bru, pas directement sur Penaud, mais a dit en conf voilà, que son équipe était déjà. L'équipe qu'il a ignorée dans sa tête était déjà dans sa tête. Il a même souri aux journalistes qui lui a posé la question, à dire l'inverse serait problématique, non? C'est-à-dire, si, Bon. il y a quelques doutes qui persistent. Allez, nous, on en a quoi? On a Non, 13 mais- certitudes sur 15? il y a quelques doutes. Après, je pense que ce Ouais. week-end, mais il y a Allez, quelques doutes ouais. peut-être à la personne à côté de Moefana, Van Resburg ou De Porter. Peut-être que le. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas de Oui, doute dans peut-être. les faits, mais il peut y avoir une petite interrogation qui pourrait Un mec décaler en- Moefana en 12. Si Un c'est mec De en Porter 3ème ligne? Oui, un mec en 3ème ligne. Un mec pilier Pour droit, accompagner mais qui? aussi- Pour accompagner Petsamo et Guido Petit, Oui. tu penses, voilà. Donc non, on peut miser comme ça, mais non, mais bien sûr dans un Penaud c'est positif, mais en tout cas je pense que de mon avis il y a une interrogation de Porter Van Resburg, à voir le choix qu'ils feront, mais Peu importe les deux, je pense que c'est quand même. oui, ah, même juste très solide. ce que ça change c'est que ça met Moefana 12 ou 13. Oui, c'est pas le même C'est-à-dire profil. que, bon, du coup. voilà, mais bon. Après Moefana il est venu en conférence de presse, c'est à peu près des poteaux électriques qu'il a au niveau des jambes. C'est un délire. Déjà, j'ai halluciné en tribune de presse. Je regardais et je disais à Nicolas Hugo, je disais, oh, les jambes qu'il a, Moefana, en plus, il baisse ses chaussettes. Alors que nous, moi, perso, si je baisse les chaussettes, ça fait un peu jambes de crevette. Ah, il a des cuisseaux. Tu te dis, ouais, le mec, quoi, ça doit piquer. Après, Van Resburg est pas trop mal dans le genre non plus. Parce que non. Van Resburg, Moefana, bon, c'est costaud. Mais bon, du coup, on va continuer le 15 de la semaine. Et la dernière catégorie, c'est pour le Stade français. Messieurs, quand même, un des enseignements aussi, c'est que le Stade français fait la bonne opération du week-end. Vannes, 0 points. Perpignan, 0 points. Mais le Stade français, un point au tableau d'affichage d'écart avec Lyon, mais du coup, ça fait 4 points à l'arrivée. Et ça fait que le Stade français finit cette 24e journée 12e. Alors, il y a un homme aussi, c'est Sekou Makalou, on en parlait aussi, Tristan, voilà, qui assume quand même son statut ces dernières semaines, mais de manière un peu plus large. On a senti le soulagement du côté des Parisiens, c'est normal. Il y avait un contexte en plus autour de ce match avec Karim Ghezal, le désormais manager du Loup, qui revenait au Stade français, avec qui il avait débuté la saison avant d'être écarté. Cette victoire elle va compter dans le parcours de ce Stade français cette saison. Oui, elle va compter parce qu'aussi la défaite à Perpignan avait, je pense, fait un petit coup sur la tête de tout le monde. Le symbole est encore là parce que Zach Henry, qui avait manqué la pénalité de la gagne à Perpignan, cette fois l'a mise. Donc voilà, il y a tous ces petits signaux. On parlait de Makalou, je pense que dans des missions maintien comme ça, il te faut des mecs qui te maintiennent à flot et qui montrent que le navire va pas s'échouer. Lui est capable de ça. Il avait montré déjà à Perpignan, j'avais trouvé que c'était un des meilleurs. Voilà, c'est un grand joueur, une individualité comme il y en a peu dans le championnat. Et dans des situations comme ça, il montre que voilà, le club compte pour lui. Il y a beaucoup d'émotions dans les têtes parisiennes. Lester Etienne a notamment pris la parole en disant que c'était très dur pour eux mentalement. Léo Barré avait les larmes aux yeux aussi à la fin du match. C'est une période très très difficile pour le Stade français. Ils font revenir les champions de 2015, il me semble. Voilà, ils ont compris que dans une période difficile comme ça, il faut des symboles, il faut des moments marquants, des signes qui te mettent bien en face de ta réalité. Et voilà, le Stade français souffle, mais c'est pas fini. Je pense que jusqu'à la fin, personne ne respirera complètement. Donc voilà, il reste du chemin, mais comme tu l'as dit, le Stade français a fait un pas, on va pas dire un grand pas, mais un pas important pour ce maintien. Moi, je crois que paradoxalement, la défaite à Perpignan leur a prouvé qu'ils étaient dans le vrai. Parce qu'ils ont ramené un point de Perpignan, ils ont eu la gagne au bout du pied d'Henry à la fin du match. Dans un chaudron, comme on peut le connaître à Aimé Giral, dans ce genre de contexte, où franchement, on avait des immenses interrogations sur les semaines précédentes, sur la capacité de réaction et le caractère de cette équipe parisienne. Et je crois franchement que ça les a rassurés sur leur unité actuelle, sur leur potentiel actuel, et qu'ils sont ressortis finalement grandis d'Aimé Giral, malgré le seul point ramené. Et c'est marrant de voir que là, c'est eux qui ont réagi.
contre Lyon parce qu'ils ont fait un début de match 17-0. cauchemardesque. Ils perdaient 17-0 et ces dernières semaines, on avait souvent vu le Stade Français s'écrouler. Voilà, le Stade Français qui menait notamment, je me rappelle, dans le derby contre le Racing avant de plier rideau, plus personne. Et là, c'est eux qui sont revenus dans le match. C'est eux qui ont repris les choses en main. Et ça en dit long, en tout cas, sur l'état d'esprit qui anime peut-être de nouveau ce groupe et sur lequel on avait beaucoup de questions à se poser ces derniers temps. Et je te rejoins sur l'émotion des mecs et la capacité de certains, au premier rang desquels c'est Sekou Makalou, à assumer leur statut. Peut-être enfin, d'ailleurs. Et il fallait peut-être en passer par là, dans cette situation quasiment catastrophique. Mais oui, ce garçon prend ses responsabilités à ce moment. Et croyez-moi que le Stade Français en a besoin. Ouais, et le Stade Français a du coup 5 points d'avance sur Vannes, 14e, et 1 point d'avance sur Perpignan. C'est Perpignan qui a 4 points d'avance sur Vannes. On rappelle que Perpignan, Vannes, si égalité, c'est Perpignan qui est devant, donc ça peut compter. Et le choix des Vannetais peut pas prendre ce point à la fin. Non, mais attention, moi je suis pas en train de dire ils auraient marqué l'essai, tout le monde aurait applaudi et dit bravo et ils se sauvent. Je dis juste que ce point, après, voilà, c'est une histoire. C'est toujours une histoire de décision, le rugby. Hein. Si tu marques, t'as raison. Si tu marques pas, t'as tort. J'espère pour eux, en tout cas, qu'il leur manquera pas ce petit point à la fin. Et puis juste pour parler de 30 secondes de Vannes, quand bien même il leur manquerait ce petit point et ils descendraient, je pense sincèrement que ce serait évidemment triste pour tous les supporters, mais quand on se retournera et qu'on regardera la saison qu'ils ont fait, les matchs, les copies qu'ils ont rendues, je pense qu'au final, Spitzer pourra quand même être fier de ce qu'il a fait en top 14. Je leur souhaite pas de descendre parce que petit poussé, etc. L'histoire serait belle. Mais franchement, quand tu vois les matchs qu'ils font, quand tu vois Bayonne, moi hier j'étais devant ma télé, je me suis dit c'est vraiment Vannes qui va faire tomber la série d'invincibilité de Bayonne. Il faut une première mi-temps. Donc il y a eu plein de matchs comme ça où ils sont au final, d'ailleurs on a écrit des papiers dans le journal sur ça, mais combien de fois ils sont à ça de gagner, à ça de faire des coups, etc. Mais voilà, c'est aussi ça le top 14, c'est que si ça s'apprend, c'est de l'expérience, de tenir des matchs, etc. Ils l'ont pas encore appris, c'est normal, c'est la première saison. Mais franchement, quand tu vois la saison qu'ils font, même si vous descendez, messieurs, chapeau pour ce que vous avez fait. C'est beau. Hein. C'est le mot de la fin. Ah, on pourra pas faire mieux. Non. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est avec les Vantais qui recevront Pau. Là, c'est le match de la dernière chance. Un peu pour les Vantais. S'ils veulent vraiment y croire, il faut absolument gagner contre Pau. Et après, espérer un exploit contre Bordeaux ou espérer des faux pas. Nous, on aimerait bien qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. Oui, mais on aimerait bien qu'il y ait du suspense à tous les niveaux. Donc je pense que top 6, tu seras servi. Hein. Même si, peut-être que si Castres... Il y a du suspense partout, là, franchement. Ouais, mais on faisait les calculs tout à l'heure. Si Castres gagne le match en retard contre Clermont, j'ai peur que le top 6 soit... Ça dépend, mais si Clermont prend 0 points, tu auras 4 points entre La Rochelle qui sera 6ème et Clermont 7ème. 4 points à 2 journées de la fin, c'est un petit fossé, mais... Après, on va pas... On a envie de vivre un multiplex de folie sur la dernière journée. Meilleur championnat du monde. Le tidididin, non? Tu peux refaire? Non. Comment ça fait bon, messieurs, jeudi, kick-off rugby, comme d'habitude. Prochain rendez-vous. Ce sera toi? Non, je serai pas là. Jeudi, il sera Provence Rugby sur Angoulême, parce qu'il y a les barrages de Pro D2. Je serai exactement Provence Rugby Angoulême. Il y a les barrages de Pro D2, Colomiers-Montauban, Provence Rugby sur Angoulême, Provence Rugby sur Angoulême jeudi, Colomiers-Montauban vendredi. Vendredi, en même temps, Lyon-Basse, la finale Challenge Cup à Cardiff, et samedi après-midi. Et samedi soir. Samedi après-midi, oui. Northampton-Bordeaux, et samedi soir, 21h, Castres-Clermont. Northampton-Bordeaux, c'est Bordeaux-Northampton. Alors écoute, je pensais que c'était Bordeaux-Northampton, puisque pour moi, Bordeaux a fini devant Northampton à la phase régulière. Mais en fait, le PCR communique en tant que Northampton-Bordeaux. Voilà. Mais tu vois, c'est une info, c'est intéressant à savoir. Je me suis mis à dire Northampton-Bordeaux. Et puis c'est important de débattre pendant 2 minutes dessus. C'est une info. Tu veux qu'on débatte sur ton âge? Ça fait c'est comme tu veux, écoute. Bon, messieurs, répétition. Allez. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Ashraf, merci pour la régie. Merci Vincent. Et à la prochaine sur Twitch, sur Rugbyrama et en podcast. Voilà, et puis oui, merci à tous. On n'a pas eu le 15 du week-end. Je le cite pas d'habitude. Vous l'aurez dans le journal. Le 15 du week-end, mais... il y a des indices quand même. Oui, il y a des indices. Macalou, Jalibert. Macalou, Jalibert. Broboiry aussi qui a fait une grosse performance. Ficou, Le Garec, je vous dis ça de tête à peu près. D'accord. Lucas Oudard en Pro D2. Païva.
Païva, bien sûr. Bien sûr, Païva, opinion du middle de Jérémy Fada. Oui. Troisième mi-temps après Northampton-Bordeaux. Donc, pas après, 18 avant heures, Castres-Clermont, du 18 coup. h à peu près. Voilà, 18h à peu près. 18h30 même. Sauf si il y a des Prolongation, prolongations. bien sûr. La saison dernière, il y était. Et il y a eu des prolongations à Leinster-Toulouse. Oui. Mais du coup, ce sera avant Castres-Clermont. Voilà, pour votre information. Merci. Ciao. Bonne soirée. semaine. Merci, et on soutient les clubs français en finale Ah bah, bien sûr. des compétitions européennes. Voilà, je me permets. Mais allez, bonne soirée, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.